Mesdames et messieurs, bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Victoire. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin afin de renouer avec nos habitudes des samedis matins sur la 96.3. Je vais parler de Rétro 7, l'émission de débat qui donne la parole aux personnalités politiques de la société civile et à toutes les personnes qui font l'actualité ou posent des actes qui méritent qu'on les écoute. Pour le premier numéro de Rétro 7 de cette année 2022, nous recevons un jeune acteur politique, en l'occurrence le président du Parti démocratique panafricain, PDP, Innocent Kagbara. Monsieur Kagbara est député et président de la commission de l'éducation et du développement socio-culturel de l'Assemblée nationale. Avant de commencer cette émission, je voudrais présenter mes meilleurs voeux aux fidèles auditrices et auditeurs de Radio Victoire et plus particulièrement de l'émission Rétro 7. Bonne année à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Kagbara et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous présente mes meilleurs voeux. Bonjour Monsieur Delago, mes voeux réciproques, surtout de santé. Oui. Ce que je souhaite, c'est la santé parce que j'ai vu beaucoup d'êtres chers partir cette année. Donc je me rends compte véritablement qu'au-delà de l'expression de souhaiter ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur, l'argent, la réussite, je pense que la santé est fondamentale. Il faut que nous soyons en bonne santé pour pouvoir réaliser nos activités. Tout à fait. Et je profite également pour souhaiter beaucoup de santé et également la paix intérieure, la paix profonde intérieure à l'ensemble de nos concitoyens, à l'ensemble des auditeurs et auditrices et bien évidemment la réussite et le progrès. Voilà. Merci Monsieur Kagbara. L'année 2021 s'en est allée et nous sommes depuis 15 jours entrés dans la nouvelle année. Alors, quel bilan pourriez-vous nous faire de l'année 2021 pour le parti que vous dirigez, le PDP? 2021 a-t-elle été une bonne année pour le parti? Quelles ont été vos réussites et quels sont les objectifs que vous n'avez pas atteints? Depuis la survenance de la pandémie en 2020, je pense que nos activités sont au ralenti. En 2021, nous avons essayé de reprendre un peu nos activités, surtout nos réunions hebdomadaires. Et nous avons redynamisé également nos fédérations sur l'ensemble du territoire. Ce que nous appelons fédérations chez nous, c'est les bureaux préfectoraux. Et nous avons également eu à poser des actes sur le plan social au niveau du parti. En donnant des kits scolaires, en aidant dans certaines localités pour la rentrée scolaire. Même la fin de l'année, on a intervenu dans la commune de Baguida avec les enfants. Donc pour nous, le bilan par rapport au contexte est satisfaisant. Le bilan est satisfaisant parce que vous savez que nous avons été fortement impactés par le Covid, ce qui a réduit nos capacités et nos moyens d'intervention. Il y a actuellement la crise sécuritaire. Donc ces deux crises, plus la corollaire de ça, c'est la crise sociale. Parce que les deux ont amené une certaine conjoncture, ce qui fait que les gens n'ont pas pu déployer leurs ailes, avoir les moyens dont ils disposent pour pouvoir non seulement nourrir leur famille, mais faire ce qu'ils avaient prévu faire. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui est institution, organisation qui est impacté par ça. Donc moi, je pense que le bilan n'est pas si mauvais et j'ai vu beaucoup de résilience parce qu'il y a des pays qui ont plus de moyens que nous, mais où vous voyez le bilan est beaucoup plus catastrophique que ça, même sur le plan sécuritaire. Parce que nous, on n'a pas eu d'attentat, on n'a pas eu d'attaque djihadiste et ça a été stoppé net. Donc c'est le lieu même de féliciter, de remercier l'ensemble du dispositif sécuritaire pour d'abord les premiers responsables et les soldats qui sont au front pour la protection de notre nation. Alors, dites-moi, M. Kagbara, quelles sont maintenant les ambitions du PDP pour 2022? Bon, quand je le dis, ça fait rire beaucoup, mais c'est une réalité. Je n'ai pas la prétention d'être numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 pour le moment. Pour le moment, j'essaie de faire connaître mon parti. J'essaie d'avoir des militants qui sont convaincus par la chose, mais pas des militants qui viennent pour dire à la veille de la campagne, qu'est-ce que le président, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Moi, je ne suis pas dans ça. C'est les militants qui doivent faire pour le parti. Ce n'est pas à moi de faire pour les militants. Donc, c'est ces militants de conviction que nous sommes en train de recruter et en train de former. Et c'est des gens qui viennent à nous parce qu'ils veulent donner quelque chose au parti. Vous voyez? Donc, c'est ça, nous, notre priorité. En 2020, si vous suivez bien l'actualité, il y a des élections. Non, disons en 2022, pas en 2020.
En 2022, Oui. cette année, il y a des élections. Donc nous, notre ambition, c'est quand même pouvoir participer à ces élections. Pour le moment, je ne peux pas chiffrer. Je ne peux pas vous dire combien de sénateurs nous voulons avoir, mais nous avons pour ambition de participer et de commencer, vous voyez, être représenté dans l'ensemble de ces institutions, aussi bien au Parlement, la Chambre haute du Parlement, la Chambre basse du Parlement, puisque nous aurons 2 chambres maintenant, aussi bien dans d'autres institutions et commencer à nous faire connaître. Parce que nous, véritablement, ce que nous disons aux gens, c'est que nous voulons prendre le pouvoir à moyen long terme. Donc nous nous sommes donné 10 ans. Ça a commencé à partir de 2020, donc nous nous donnons jusqu'en 2030. Pour être en capacité, aussi bien au niveau du parti, bien structurer le parti, avoir les cadres qu'il faut, avoir un programme de société. Nous étions les seuls à lancer notre campagne présidentielle en 2020 avec un véritable programme de société. Dieu merci, il y a beaucoup qui ont suivi. Pour la première fois, on a eu une campagne d'idées. La plupart du temps, les campagnes qu'on avait au présidentiel, c'est fort dégage, c'est quand ça suffit. Non, ça c'est pas du sérieux, ça. Ça, c'est pas du sérieux. N'importe qui, n'importe quel même clochard de la rue ou n'importe quel artisan peut aller dire fort dégage, ça suffit. Qu'est-ce que vous mettez dedans quand vous allez prendre le pouvoir? Quel est votre programme sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan... Nous avons des idées. Vous avez vu que nous avons déposé des lois, une loi pour l'habitation. Il y a eu un décret que nous allons sortir même un article d'ici demain ou après-demain pour dire ce que nous pensons de ce décret. Parce que notre loi prévoyait beaucoup plus de choses que ça, organiser le métier. Nous allons y revenir parce que voilà. c'est ça. Voilà, donc, qui vous êtes? Qui vous êtes? Nous sommes des centristes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous sommes des centristes. Qu'est-ce que vous mettez dans les centristes? L'humanisme, le réalisme. Être pragmatique. Et vous allez voir, dans tout ce que nous faisons, c'est le pragmatisme. C'est ce qui fait que nous avons commencé par engranger des résultats et les autres sont obligés de suivre. Parce que nous, notre discours ne change pas en fonction des événements, des circonstances. Il est constant. Et nous disons, nous voulons donner le temps. Notre objectif, c'est pas... L'objectif de certains partis politiques, c'est l'alternance. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? On ne sait pas. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est du système? On ne sait pas en fait. Mais nous avons un problème de gouvernance. On peut faire de l'alternance, on peut amener d'autres personnes, vous aurez le même résultat. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, vous aurez le même résultat. Parce que celui qui va venir, il va vouloir se comporter comme celui qui l'a chassé. Parce que il a l'armée, il a l'administration, il a de l'argent, il a les relations internationales. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous voulons un pays véritablement démocratique où les gens respectent d'abord les tests, ils respectent les institutions. Et quand tu veux faire quelque chose, on te dit, vous ne pouvez pas. Et tu te calmes. Et tu sais que tu as 2 mandats, tu finis tes 2 mandats, tu vas te reposer avec ta famille. Bien, alors, les députés sont en intercession en ce moment et à ce que je sache jusqu'au 1er mardi du mois de mars. Oui, c'est ça. Alors, que retiendrez-vous de l'année 2021 en tant que député à l'Assemblée nationale? Qu'avez-vous fait personnellement ou ensemble avec les autres députés dont vous êtes fiers et que vous aimeriez que les Togolais retiennent? Alors, nous sommes très fiers de cette législature. Et les gens commencent par comprendre que cette législature, véritablement, c'est des députés réformateurs qu'ils ont amenés au Parlement. Nous sommes en train de faire le travail d'il y a 20 ans qu'on devait faire. Nous sommes en train de réformer le pays comme le Rwanda. Oui, mais est-ce que vous savez que tout ce que vous faites, beaucoup de vos collègues de l'opposition ne sont pas contents, ne sont pas satisfaits? Qu'ils soient contents ou pas, c'est le résultat. Ils disent que vous êtes des accompagnateurs du pouvoir. Non, eux, ils ont accompagné le pouvoir dans l'échec, ça fait 30 ans. Donc laissez-nous accompagner le pouvoir dans la réussite. Ils ont accompagné le pouvoir dans l'échec. Ils ne pourront jamais faire un bilan vous dire qu'est-ce qu'ils ont réussi depuis 30 ans. C'est des paroles, c'est des mots. Ils n'ont que le discours. Et nous voulons poser des actes. Nous posons des actes. Nous posons des actes pour faire l'assurance santé universelle aux Togolais. Et ça va prendre forme. Partenariat public-privé. Nous posons des actes, nous sommes en train de réformer le pays. Véritablement, nous réformons le pays. Allez voir les tests que nous avons. Nous sommes fiers de cette législature. Oui, à votre avis, les réformes que vous avez apportées et dont vous êtes fiers, et qu'est-ce que ça a changé dans la vie le quotidien? Oui, le quotidien des Togolais. Ça, vous posez la question du problème de gouvernance. Il faut que les gens comprennent que les institutions fonctionnent séparément, différemment. Nous, notre rôle, c'est de voter des tests. Est-ce que ces tests permettent au pays de se réformer pour enclencher une certaine dynamique de développement? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, le reste, c'est la gouvernance au niveau de l'exécutif. C'est à eux de donner les tempos. C'est à eux de faire des programmes, des actions allant dans le sens du développement. Et surtout la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption, c'est à eux. C'est pas à nous. C'est pas au niveau du législatif qu'il faut poser cette question. Ceux qui étaient là avant, les tests qu'ils votaient, ça servait à quoi?
Leur discours et tout ce qui les intéressait, c'est sur le plan politique, c'est faire partie Fonya Simbe. Alors, vous parlez de gouvernance, et comment vous la trouvez, la gouvernance actuelle du pays? Est-ce que... Nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais nous pensons qu'il y a du mieux avec les nouveaux ministres, avec tout le dispositif qui est en train d'être mis en place, avec notre accompagnement. Il y a une certaine amélioration et nous sommes en train de voir une nouvelle dynamique que nous encourageons. Mais vous allez voir régulièrement, nous, du groupe NetPDP, nous dénonçons les abus, nous dénonçons ce qui ne va pas. Donc, il faut les accompagner. Moi, mon discours, c'est pas de les faire partir, non. J'ai un problème par rapport au système, pas par rapport aux individus ou bien aux personnalités qui animent le système. Ça ne vous dirait rien que les mêmes personnes soient là pendant encore 20 ans, 30 ans, 50 ans? Personnellement, je vais vous choquer en disant si le système il est bon, il est performant comme celui du Rwanda. Peu importe celui qui est là, peu importe le nombre d'années, moi ça me choque. Oui, mais vous connaissez le système qui est là. Est-ce que... Réformons ce système. Expliquons aux gens qui sont là qu'il faut réformer le système. Et nous voulons les accompagner et en douce faire de l'alternance. Nous ne voulons pas vivre une situation de guerre ou une situation catastrophique et revenir reconstruire, c'est difficile. Ceux qui vous disent le contraire, c'est des menteurs, ils ne peuvent pas. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont fuir. Les défis qu'ils auront en face, ils vont fuir. Mais ils vont trouver l'argent pour faire ça où? Nous disons, accompagnons-les vers une sortie honorable et ensemble, nous allons diriger le pays. Voilà notre logique. Bien. Alors, selon vous, l'année 2021 a éprouvé le Togo dans les domaines sanitaires, sécuritaire et sociopolitique, et ça c'est dans les vœux que vous avez présentés au peuple togolais. Oui. Alors, sur le plan sécuritaire, il a aisé de penser à l'attaque subie par le Togo à San-Luanga dans le Kenya. Et sur le plan sanitaire, vous faites sans doute allusion à la Covid-19. Tout à fait. Alors dites-moi, comment le Togo a-t-il été éprouvé sur le plan sociopolitique? À quoi faites-vous allusion? Ben, je fais allusion à la vie chère. Vous avez vu, nous, on ne va pas dire que c'est à cause de nous, mais le mois de novembre et décembre, nous avons insisté, nous avons fait beaucoup d'émissions, nous avons sorti des articles pour qu'on s'occupe de la vie chère parce que c'était un fléau. Vous ne pouvez pas demander aux gens en fin d'année qui ont souffert de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, de pouvoir fêter si vous ne leur donnez pas les moyens de fêter, si vous n'avez pas les moyens de contrôler les prix sur le marché. C'est la cherté de la ville. Depuis 2020, on ne cesse de dire si vous ne faites pas attention, Covid ne va pas nous tuer, mais c'est la fin qui va nous tuer. Mais les gens ont commencé par comprendre. Nous sommes un pays où l'informel est là à 80%. Donc, adaptons nos systèmes et nos décisions en fonction de la réalité de notre économie. Donc, c'est ce que nous demandons. Ils ont commencé par comprendre. En début d'année, on a vu les actions que les gens ont commencé par poser. Oui, voilà. Voilà vers où nous devons. Il faut contrôler les prix. Il faut contrôler les prix. Et il faut... Est-ce qu'on a les moyens de subventionner certaines denrées? Je n'en sais trop rien parce que je ne suis pas le ministre de l'économie et des finances, mais il faut aller vers ça. Il faut aller vers ça. Si j'étais chef de l'État, ministre de l'économie et des finances, je pense que j'aurais fait une surprise agréable aux Togolais en début d'année. Je pense qu'on aurait fait quelque chose pour qu'ils puissent fêter. Ouais. Je ne sais pas si c'est un salaire, un 13e mois, mais on aurait pu faire quelque chose gratuitement sans demander de rembourser. Bien. Vous n'êtes pas le seul politique à avoir formulé des vœux au peuple togolais. Celui dont vous rêvez de prendre la place à terme, même si ce n'est pas tout de suite, et comme vous le dites, le chef de l'État s'est aussi adressé à la nation. Alors, qu'avez-vous retenu du discours du chef de l'État? Et pour vous, quels sont les points forts de cette adresse à la nation? Non, mais c'est de dire qu'il pense aux Togolais et que c'est véritablement un mandat social à travers la loi des finances qu'il vient de faire adopter au Parlement et qui a les secteurs, il met la priorité sur les secteurs sociaux. C'est de dire que le pays est éprouvé sur le plan sécuritaire et sanitaire et qu'il a le contrôle et qu'il encourage le dispositif à pouvoir lutter efficacement contre les djihadistes. Donc c'est ce que nous retenons. Maintenant, il faut voir là-dedans qu'est-ce que les Togolais, comment les Togolais ont apprécié. Voilà. Alors, le chef de l'État a notamment promis que dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'importants investissements seront mobilisés pour la construction de plus de 5000 salles de classe en 2022 et l'ouverture de nouveaux instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. Alors, qu'en avez-vous pensé en votre qualité de président de la commission de l'éducation et du développement socioculturel de l'Assemblée nationale? Non, je pense que c'est sur ce plan-là, c'est un bon discours. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut réformer le système dans son ensemble. En fait. Il faut réformer. Nous formons des gens beaucoup plus qui ont du mal à s'insérer dans le tissu parce qu'on n'a pas assez d'entreprises pour les recruter. Donc il faut faire une stratégie qui permette aux gens de venir chez nous pour investir parce que nous formons ces gens-là, ce n'est pas pour l'État.
Donc nous devons sortir d'une administration ou des politiques où nous formons des gens, c'est pour l'État, mais nous devons faire en sorte de créer un marché, s'il n'existe pas. S'il existe, nous devons faire en sorte de le renforcer. Les IFAD, c'est une bonne chose. Je suis en train de voir le déploiement des IFAD sur l'ensemble du territoire avec leurs particularités. C'est une très bonne chose, mais il faut aller au-delà en donnant des boursiers, en identifiant ces personnes-là et après en s'assurant qu'il y ait un marché. C'est ça le problème, parce que quand ils sortent, il y a toujours un souci. Il faut les accompagner, soit sur le plan national, soit sur le plan international. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique et social. Donc je pense que c'est là où il reste un petit réglage à faire, mais sinon, sur ce plan, je suis d'avis. Alors, il y a un instant, vous disiez que si vous étiez le chef de l'État, vous auriez fait un geste en fin d'année pour soulager les Togolais. Alors, le président de la République n'a pas oublié dans son discours les fonctionnaires des secteurs publics et parapublics, ainsi que les retraités, et à qui il a décidé d'accorder une avance d'1 mois de salaire qui sera remboursable par tranche mensuelle jusqu'en décembre 2022. Alors, comment avez-vous accueilli cette mesure? Comme je le dis, c'est une bonne chose, parce qu'au moins il a pensé, parce que vous n'êtes pas obligé de prendre. Si vous prenez, vous savez que vous avez 12 mois pour payer. Mais moi, si j'étais chef de l'État, j'allais faire un geste. Je n'allais pas demander c'est un geste symbolique. Ça peut être le tiers du salaire, ça peut être le quart, ça peut être demi-salaire, ça peut être carrément un 13e mois si on a les moyens. Mais ça sera quelque chose pour permettre aux gens de fêter sans qu'ils n'aient besoin de débourser parce qu'ils n'ont pas de moyens. Cette mesure est justement critiquée par certains qui estiment que le salaire ou la pension que percevaient la plupart des personnes concernées n'était pas déjà conséquent. Et la suite de cette affaire, c'est le remboursement de cette avance, c'est-à-dire des salaires diminués du montant à rembourser à partir de février. Alors, comment trouvez-vous ces récriminations? Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je comprends parce que ceux qui ont des salaires pas très élevés, comment vous nous demandez de rembourser? Déjà, je ne dirais pas la majorité, mais beaucoup ont des prêts dans les banques. Donc, si vous devez leur accorder encore un autre prêt, ça veut dire qu'ils doivent payer 2 prêts. Difficile de pouvoir se nourrir, se vêtir, envoyer les enfants à l'école, se déplacer et payer 2 prêts. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est très difficile. C'est pour ça que je disais, si j'étais chef de l'État, je fais un don symbolique. Ça peut être symbolique, ça peut être moitié, ça peut être quart, mais sans demander de rembourser. Parce que c'est demander de rembourser qui pose le problème. Oui. Donc je comprends parfaitement ceux qui font des critiques. Alors, le paiement des indemnités de départ à la retraite ne prend en compte qu'une catégorie de retraités, d'où le cri de désespoir de ceux qui sont laissés sur le carreau. Je vous propose d'écouter le secrétaire général adjoint du syndicat national des retraités du secteur public du Togo, le professeur Magloire Kwakouvi. La base sociologique de notre sortie, c'est l'indifférence du gouvernement à l'endroit des retraités que nous sommes. Celui qui vous parle est septuagénaire et j'étais parti à la retraite en 2005. Ça fait quand même un peu de temps. Et cette indifférence du gouvernement à notre endroit, après 4 interpellations au niveau de 2 premiers ministres et de 2 cahiers de charges de la fête du travail, nous a fait beaucoup mal au cœur. Nous avons tenu à l'exprimer ouvertement pour que le peuple et le gouvernement du Togo sachent que nous avons ressenti amèrement cette indifférence-là. Nous réclamons que la loi nous soit appliquée parce que le gouvernement dit qu'on n'avait pas prévu le décret d'application de la loi de 1991. C'est un fait. Mais nous avons constaté que dans le même pays, pendant que les ministres et les députés sont payés en millions chaque mois et que les députés ont ajouté 1 an à leur mandat, on nous ignore complètement. Nous qui avons par nationalisme consacré plus de 25 ans de notre vie à servir le pays. Nous aurions pu être ailleurs, mais par nationalisme, nous avons travaillé pour l'administration et nous estimons qu'en vertu de la continuité de l'État, l'État devait tout faire pour nous payer depuis 1991. Parce que quand ça arrange, on parle de continuité de l'État. Alors que ici, l'État n'a pas changé depuis 1991, mais on nous a ignorés. Alors, vous savez que la décision du chef de l'État ne couvre pas tous les retraités. Et donc, alors que pensez-vous du cri de détresse de ces Togolais qui ont le sentiment d'être les victimes d'une injustice sociale et d'un déni de droits, et qui ont aussi travaillé toute leur vie pour le développement de notre pays? N'est-ce pas de l'injustice que de les ignorer? Moi, dans mon programme de société en 2020, je pense qu'il y avait... je voulais mettre l'accent sur les anciens.
Parce que si on ne rassure pas les anciens, les jeunes qui sont là et les travailleurs, ceux qui sont dans le monde actif, c'est eux qui deviendront les anciens de demain. Ouais. Donc il faut les rassurer. Il faut faire en sorte que quand ils finissent, qu'ils ont des diplômes, qu'ils ont des compétences qui peuvent servir le pays et qu'ils n'aillent pas à l'étranger. Ouais. Parce que quand ils vont à l'étranger, c'est une perte pour la nation. Donc, moi, j'avais prévu même des maisons de retraite, j'avais prévu de les accompagner dans l'entrepreneuriat, j'avais prévu de faire des prêts aux retraités pour qu'ils puissent investir et qu'ils deviennent eux-mêmes des hommes d'affaires, des seniors entrepreneurs. Donc, j'avais un programme, je peux comprendre la frustration. Tout ce que je vais leur demander, puisque c'est ma commission qui m'occupe de ces questions, c'est de discuter avec les ministères concernés pour trouver un terrain d'entente. Mais ils disent qu'ils ont discuté pendant longtemps. Parce que quand vous posez des questions, ce qu'on vous demande, c'est une question financière, c'est une question de budget, c'est pas une question de volonté. Donc c'est une question également d'agenda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est les enseignants qu'il faut satisfaire? Est-ce que c'est les retraités? Est-ce que c'est les enseignants pour ne pas avoir de grève? Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est le monde de la santé? Donc ces questions, c'est l'exécutif qui doit pouvoir faire l'arbitrage. Mais je comprends la frustration. J'ai écouté le professeur Kwakoubi Magloire, j'ai écouté d'autres personnes. Je comprends leur frustration. Alors, nous revenons au discours du chef de l'État pour qui c'est au moyen du dialogue que les solutions les plus pertinentes peuvent être trouvées pour notre pays. Mais une autre personnalité, et non des moindres, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga-Benissan, affirme que le Togo a connu de nombreuses tentatives de dialogue qui ont déçu les attentes parce qu'elles ont été menées, dit-il, sans confiance et bonne foi entre les interlocuteurs. Et il ajoute que les Togolais se sont trop menti et trompés et qu'ils ont mené souvent des monologues à plusieurs voix, sans trop chercher à bouger de leur position. Et d'après lui, nombreux sont ceux qui ne croient plus au dialogue parce qu'ils n'y voient qu'un jeu de dupes. Alors, comment trouvez-vous cette analyse du prélat? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Même les gens d'église, là, eux-mêmes, ils ont participé à ce désordre. Ils sont aussi responsables parce que c'est beaucoup parmi eux qui soutiennent ces politiciens. Donc maintenant, c'est un constat, oui, les Togolais ne s'aiment pas, les Togolais ne se font pas confiance. À chaque fois que vous mettez les gens dans une salle pour discuter, c'est comment est-ce que nous allons faire pour tirer profit de la situation. C'est pas comment nous allons faire pour trouver des solutions. Si c'était comment faire pour trouver des solutions, en aimant notre pays, on aurait déjà réglé ces problèmes-là. Ça a commencé quand nous, on était encore sur les bancs, mais on est encore là-dedans. Les Togolais ne se font pas confiance, mais il faut retenir quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un petit bémol par rapport à ce qu'il a dit. La première fois que les Togolais se sont assis dans une salle, sans médiateur, sans modérateur, ou bon, disons sans médiateur, et nous avons pu discuter calmement, nous avons pu trouver des solutions. Et à l'issue de cette discussion, il y a eu beaucoup de décisions, disons de résolutions, qui doivent être traduites en actes à travers des tests. Donc, il y a eu un début de solution à travers la nouvelle loi sur la CENI. D'autres lois vont suivre. Je pense quand même qu'il y a un début de solution. Et nous, c'est la première fois. C'est la première fois. Et c'est nous qui avons participé à cette travaux. C'est la première fois que nous avons pu discuter dans le calme et aboutir à des solutions. Même si c'est imparfait. Vous parlez de la CENAP. Je parle de la CENAP. Oui. Même si c'est imparfait. On peut nous reprocher ce qu'on veut, mais il y a un début de solution. Oui, mais il y a des gens qui ont participé à la CENAP mais qui critiquent les résolutions qui sont ces gens qui ont été prises. Qui? Non, mais il y en a. Non, moi je n'en connais pas, non. Il y en a non, qui sont partis, ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ont fait un travail sérieux, qui ne sont pas venus pour amuser la galerie, à la fin pour partir, pour dire que nous sommes les vrais opposants, les autres non. Moi je parle des gens sérieux qui sont restés jusqu'à la fin et qui assument ce que nous avons fait. Bien, c'est parce que les gens sont partis, mais ne sont pas allés jusqu'au bout, bien, c'est pour ça qu'ils ne sont pas sérieux, on peut... Non, ce que je veux dire par là, moi je ne suis pas là-dedans, moi je ne suis pas dans... Non, moi quand je veux faire quelque chose, je fais jusqu'au bout. Le problème, tous ces gens-là, quand ils vont aller sur les médias, comme je vous ai dit, c'est des gens qui ne s'aiment pas. C'est des gens qui n'ont aucune idéologie. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire Leur leitmotiv, c'est faire partie Faure Gnassingbé, mais là-dedans, qu'est-ce qu'ils mettent, on ne sait pas. Et c'est des gens qui, leur discours change en fonction de leurs intérêts et au gré des événements. Non, quand vous dites quel est le contenu, mais ils ont des programmes de société, non? Quel programme de société ils ont? Si ce n'est pas en 2020, vous avez vu des programmes de société dans ce pays. Oui, mais c'est déjà, ça veut dire qu'à partir de 2020, il y a quand même... Donc, quand vous voulez faire partie Faure Gnassingbé ou la famille Gnassingbé depuis 90, vous n'avez pas de programme de société?
Bon, maintenant... Et c'est des gens, allez sur les médias pour voir comment ils s'attaquent. Entre l'ancienne UFC, nouvelle ANC, tout ça là. Mais allez voir si, quand même cette fin d'année là, les sorties des différents états-majors, voyez s'il y a du sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Il faut que les gens comprennent que le Togo ne leur appartient pas, même s'ils sont de l'opposition. Je répète encore. Il faut que les gens comprennent que le Togo ne leur appartient pas, même s'ils sont de l'opposition. Certains de l'opposition pensent que le Togo, c'est eux. Ce qu'ils ont dit, les autres doivent suivre. Ils sont en train de se tromper. Et là, maintenant, vu leur âge, ils ont commencé par être un peu sages. Vu leur âge, ils ont commencé par être sages. Donc, quand ces gens-là seront un peu plus sages, un peu plus humbles, ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Quand tu n'es pas humble et que tu as en face de toi un mur solide, l'argent, l'armée, la force, il faut que tu commences par baisser la voix. Parce qu'ils ne sont pas humbles. Non seulement ils ne sont pas humbles, c'est des gens qui ne sont pas réalistes. C'est des gens qui n'ont aucune activité qui impacte le quotidien des Togolais. En réalité, qu'est-ce qu'ils font de leur journée à part insulter? Ils n'ont rien. Ils n'ont aucune entreprise. Ils ne sont pas connus sur le plan international. Ayant lutté pour telle cause sur le plan international, dans d'autres pays, il y a des opposants. Même si sur le plan politique, ils ne réussissent pas. Sur le plan social ou sur d'autres plans, on voit leur nom sur le plan international. Donnez-moi 2 ou 3 politiciens depuis 90 jusqu'à... Non, ne prenez pas notre génération. Donnez-moi un nom qui est connu internationalement pour avoir défendu une cause. Est-ce que c'est indispensable? Le président... Si, c'est indispensable. C'est indispensable. Parce que qui connaissait le président Macron? Il est le président de la France aujourd'hui et qui le connaissait sur le plan international. Je ne refuse pas. La France, c'est un pays déjà construit. La France, c'est un pays qui a des institutions. Peu importe celui qu'on met là-bas, ça va marcher. Parce qu'ils ont déjà la base. Nous, on n'a pas la base. Si vous dites que vous voulez chasser ceux qui sont là, parce qu'ils ne font rien, parce qu'il n'y a pas de base, mais vous-même, vous devez représenter quelque chose. Vous ne représentez rien. À part dire que ceux qui sont au pouvoir ne font pas bien, nous tous nous sommes d'accord par rapport à ce constat. Quand par exemple l'ANC qui obtient 35% au présidentiel, c'est rien ça? Aux dernières élections, ils ont obtenu. Non, pas oui, c'est que c'est... Non, moi, ma base d'analyse, c'est la dernière élection. Aux dernières élections, ils ont obtenu combien? C'est pour ça. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est fondamental. Chacun connaîtra son réel score et son poids politique. Il ne suffira plus d'être dans une coalition, qu'on soit 14, 15 ou qu'on soit combien pour dire que c'est nous les vrais opposants. C'est terminé ça là. Ça là, c'est terminé. Ça c'est avec les... Non, ça avec nous, non, il n'y a plus ça. Ça c'est terminé. Ici, tu travailles, tu vas sur le terrain, tu participes à toutes les élections et tous les Togolais, moi je suis fier de dire que je n'ai que 8 conseils. Je n'ai présenté que dans quelques préfectures. Et je suis fier de dire que moi, mon combat, c'est dans 10 ans. Et je veux évoluer par des victoires d'étape. Le décret que le gouvernement a sorti concernant le cautionnement des loyers à 3 mois, c'est une victoire pour le NET-PDP. C'est nous qui avons posé ce débat sur le terrain. C'est une victoire pour nous. On peut être dans l'opposition, obliger le pouvoir à faire des choses en n'étant pas forcément au pouvoir. On est d'accord? Voilà ce que nous voulons, construire le pays sur des victoires d'étape. Et que le discours ne soit pas... Parce que c'est dramatique et ça fait rire si vous n'avez pas les moyens de votre politique. Arrêtez de dire ce qui n'est pas. Parce que vous ne pouvez pas le faire. Nous allons dans un instant dire un petit mot des vœux des leaders politiques. Mais avant cela, dites-nous, y a-t-il des sujets, des préoccupations pour vous que le chef de l'État n'a pas abordé dans son discours? L'entrepreneuriat des jeunes. Moi, je veux vraiment qu'on mette un accent. Et je suis en train de préparer une loi pour l'entrepreneuriat des jeunes. Pour qu'on identifie les très petites, moyennes entreprises avec un accompagnement. Le secteur, celle qu'on a mis au ministère du secteur informel a commencé ce travail-là. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Véritablement créer des champions togolais. Dans tous les secteurs. Qu'on les identifie, qu'on les accompagne avec l'argent du gouvernement. Je dis bien avec l'argent du gouvernement. On va dire le gouvernement n'a pas vocation à les accompagner, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire ne peut pas les accompagner parce que quand vous analysez un peu leur situation, ils ne sont pas éligibles à aller prendre des emprunts de 30, 40, 50 millions. Je ne parle pas de leur donner 30 000, 40 000, 100 000, 200 000. Et ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin pour un premier de 3 millions. Mais on les accompagne avec une structure de l'État. Cette structure de l'État, nous allons recruter des économistes, des juristes pour accompagner ces entreprises. Un peu comme ceux qui gèrent les portefeuilles dans les banques. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tous ceux qui ont fait les grandes écoles, nous allons les récupérer dans une structure de l'État où chacun gère au moins une vingtaine d'entreprises. C'est lui le président du conseil d'administration. Ces entreprises que l'État accompagne, ça peut être un fonds directement géré par l'État. Ça peut être un fonds mis à la disposition des banques pour ces entreprises. Je ne sais pas si vous me comprenez. On les accompagne. Quand l'entreprise prend, on leur crée, on leur trouve un marché, on négocie pour eux. Quand l'entreprise, parce que ce dont nous avons besoin, c'est un grand bâtiment où on les regroupe.
ces jeunes-là, c'est eux-là, notre puissance économique. Parce que si nous nous basons sur ces jeunes, nous allons construire ce pays comme Israël. Nous allons construire ce pays sur la technologie, sur des jeunes entrepreneurs. Et ces gens-là, quand vous avez une idée, vous venez nous voir, vous n'avez pas besoin d'avoir une secrétaire, vous n'avez pas besoin d'avoir un bâtiment. Nous mettons tout ça à votre disposition. Tout ce que nous vous demandons, c'est de travailler. Au bout de 2 ou 3 ans, mais vous n'avez pas la main mise sur les fonds. C'est les gens que nous avons recrutés pour cette institution qui gère vos fonds, qui gère vos conseils d'administration, qui gère, au bout de 1 année, 2 années, 3 années, on vous donne un crédit de 3 millions. Vous commencez par faire un chiffre d'affaires de 10 à 15 millions. Nous décidons de vendre nos parts dans cette entreprise. Ça peut se faire. Il y a beaucoup de pays où soit vous le faites, soit vous mettez un fonds à la disposition d'un ministère pour accompagner ces gens-là. C'est comme ça. Dans beaucoup de pays, par exemple, le Bénin à côté a commencé par le faire. Il y a de l'argent il suffit de remplir les critères que l'État a définis. Vous prenez ce crédit-là. Donc c'est comme ça qu'il faut qu'on accompagne ces jeunes pour créer véritablement des champions, des startups. C'est sur le plan de l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Nous sommes encore sur notre soif. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce plan. Voilà. Alors, que pensez-vous de ceux qui estiment que le président de la République aurait pu saisir l'occasion de ses vœux pour libérer des prisonniers politiques, faire un geste en faveur des exilés en vue d'un plus grand apaisement dans le pays? Pourquoi pas, mais ça c'est en fonction de son agenda propre. Ça, nous ne pouvons pas rien nous l'obliger à le faire. Oui, mais c'était une occasion de pouvoir libérer des gens pour pacifier le pays, mais bon, il a son agenda. Sur ces plans, moi, je ne me prononce pas trop parce que ça dépend de celui qui a le pouvoir, celui qui a l'exécutif, ça dépend de son bon vouloir. Donc, ce n'est pas des critiques que nous devons formuler, nous devons exhorter et souhaiter. Voilà. Alors, auditrices et auditeurs de la 96.3, je rappelle que l'invité de Rétro 7 de ce matin est le président du Parti démocratique panafricain, le député Innocent Kagwara. M. Kagwara, qui est le président de la commission de l'éducation et du développement socio-culturel de l'Assemblée nationale. M. Kagwara, la plupart de vos collègues présidents de partis politiques ont également adressé leurs vœux au peuple togolais. Ont-ils dit des choses que vous avez trouvées pertinentes et qui ont retenu votre attention? Et si oui, lesquelles? Quand vous prenez, pour ce que moi j'ai suivi, quand vous prenez l'honorable Tama, il parle des aspects sécuritaires parce que c'est son domaine. Vous voyez, bon, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent. Je pense qu'on s'en sort bien, donc il faut encourager, féliciter nos forces et déplorer un peu la mort de nos compatriotes qui sont allés sur le front. Et dire au gouvernement de mettre beaucoup plus de moyens à leur disposition, qu'il y ait moins de pertes dans les années à venir. Sinon, le travail, c'est un travail formidable, acceptable. J'ai suivi la CPP qui a parlé des travailleurs, de mettre l'accent sur les travailleurs et les retraités. Je ne sais pas si vous les avez suivis également. J'ai vu un peu l'UFC parler de dialogue, de discussion et de mettre en place un cadre permanent. C'est ce que nous demandons également. Il faut qu'on ait un cadre permanent pour que nous, acteurs politiques, que nous puissions nous parler. Pas quotidiennement, mais régulièrement. On n'a pas besoin d'attendre des crises. Il faut qu'on se parle. Ça, on est d'accord avec vous. Ça, on n'est pas d'accord. Ça, améliorer le dispositif. Ça, c'est très important. Et ça faisait partie de nos priorités quand on était parti à cette concertation. Donc, cela a été retenu. Il va falloir que le ministère de l'administration du territoire puisse mettre ce mécanisme en place. J'ai suivi, nous avons mis l'accent dans notre intervention sur l'emploi des jeunes, comme je vous l'ai dit. Nous sommes en train de préparer une loi. Si vous l'avez observé, chaque année, nous essayons de déposer une loi. La première année, c'était sur le bail à usage domestique. La seconde année, c'était sur le prêt, un projet de prêt scolaire à travers une institution. Pour que même si vous êtes issu d'une famille défavorisée, à partir du moment où vous allez à l'université, vous êtes togolais, on doit pouvoir vous accompagner. Et après, vous devez rembourser l'État. Mais les critiques que nous avons eues, mais cette proposition n'a pas été encore étudiée, nous allons la réintroduire. Mais les critiques, c'est au niveau des remboursements. Donc, nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons améliorer cette proposition. Parce que nous qui avons connu le système Canada et américain, quand vous allez, vous prenez. Quand vous commencez par payer, quand vous commencez par travailler, vous payez. Oui. Ce qui fait que les gens ont accès aux universités, aux études supérieures. Bon, j'ai suivi également l'ANC, d'autres, parler de regroupement des partis, parler de l'union de l'opposition. C'est ce que nous souhaitons également. C'est ce que nous souhaitons. Mais que les gens ne nous voient plus de haut et que nous puissions... Ça, nous sommes intraitables là-dessus. Vous nous respectez, nous discutons avec vous. Vous ne nous respectez pas, faites ce que vous avez à faire et puis assumez vos responsabilités devant le peuple. Mais ne dites pas ce qui est dommage pour beaucoup de leaders. Ils sont conscients de ce qu'il y a. Ils sont conscients
Mais quand ils font les analyses, on dirait que je ne sais pas ce qu'ils ont souvent en tête à la veille de chaque élection. Et c'est après les élections qu'ils viennent faire des analyses comme s'ils n'étaient pas conscients de ce qui avait rien à changer. Mais dites aux gens. Donc, s'ils appellent, il faut que nous puissions nous respecter. S'il n'y a pas de respect, nous ne sommes pas un panier à crabe. Nous, on ne va pas nous mettre dans un panier à crabe où les gens, parce qu'il y a une pression populaire, les gens se mettent ensemble, ils ne s'aiment pas. Jusqu'à présent, la DMK et la ANC, c'est toujours... Mais regardez sur les réseaux sociaux comment ces gens-là s'attaquent. Oui, justement. Quotidiennement. Oui. Je dis bien quotidiennement comment ces gens s'attaquent. Mais comment vous pouvez, un 31 août, dire qu'on va se réunir, alors que vos lieutenants s'attaquent tout le temps? Mais ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent ça. Justement. Et c'est pour ça, au début, j'avais dit, ils n'ont pas le monopole de l'opposition ou parce qu'ils sont en train d'imposer de la dictature au niveau de l'opposition. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec vous, ils ont une politique. Faire en sorte de vous vilipender, de ternir votre image. Ils n'ont pas, si je ne suis pas d'accord avec vous, constatez que nous sommes en désaccord et c'est fini. Vos lieutenants n'ont pas le droit de m'attaquer. Parce qu'en le faisant, mes lieutenants vont les attaquer et vous laisser la proie sous l'ombre. Mais bon, voilà. Les gens ont construit leur action en disant c'est nous les vrais démocrates. Et c'est ça qui a fait. Ils ont échoué. Un jour, il faut qu'ils nous demandent pardon à nous tous. Tous ces gens-là que vous voyez, les Fabre, les Adjamago, tout ça là. C'est eux qui nous ont conduits dans cette situation. Et c'est l'égoïsme de ces gens-là. Ils sont trop égoïstes. Et de la même manière, le Togo n'appartient pas à la famille Gnassingbé. Le Togo n'appartient pas à ces gens-là. Il faut qu'ils commencent par descendre un peu. Et parler aux gens. Quand moi, vous me parlez même avec respect, peu importe ce que vous dites, je vais vous écouter. Vous êtes d'accord avec moi. Mais quand vous ne me parlez pas avec respect, la base est faussée, la base de la relation. Et quand vous dites déjà que c'est vous sur le terrain et que vous n'avez pas besoin de moi, mais à aucun moment, n'allez me critiquer sur les réseaux sociaux ou que vos lieutenants me critiquent parce que je ne vous soutiens pas. Parce que tôt ou tard, vous aurez besoin de mon soutien quand vous allez vous faire taper. Mais je ne vais jamais vous accorder. Moi, ce que je dis, on dit non. Moi, j'assume ce que je dis. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je le dis. Moi, je ne passe pas derrière les gens. Est-ce que vous ne jetez pas vous aussi l'huile sur le feu? L'huile sur le feu quand vous dites que ces gens-là sont égoïstes? Est-ce que c'est pas... Non, quand je dis ces gens-là sont égoïstes, tout le monde le sait. Ils ont fait en sorte qu'ils soient les seuls à pouvoir faire face au régime. Mais ils n'avaient ni les moyens de leur politique. Et ils n'étaient pas réalistes. C'est ce que nous, on leur reproche. D'accord? Maintenant, s'ils ont les moyens, s'ils pensent avoir les moyens de combattre seul le régime, ils n'ont qu'à le faire. Nous, on n'a pas la prétention, je vous ai déjà dit, je n'ai pas la prétention d'être numéro 2. Je sais que l'ANC, si on va à une élection, pour le moment, ils ont de la popularité, ils ont une organisation. Moi, je reconnais les mérites de l'ANC. Faites une différence. Souvent, les Togolais ne font pas... Écoutez bien ce que je dis. Sur le plan électoral, sur le plan du poids politique sur le terrain, moi, je n'irai pas rivaliser l'ANC actuellement. Il y a un travail qui est fait. Mais c'est leur ligne politique et la manière dont ils font les choses. Le mépris des autres ne vous apporte pas le soutien quand vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas mépriser les gens et leur demander votre soutien quand vous êtes en difficulté. Avant, c'était l'ANC, mais maintenant, c'est comment on les appelle? L'élection de 2020. Je peux pas. Avec Aboyoumé. Avec Aboyoumé, là. Oui. La DMK peut-être? La DMK. Je dis, quand vous voulez le soutien des gens, vous ne les vilipendez pas. Il faut qu'ils arrêtent ça. Quand vous voulez le soutien, il ne faut pas montrer aux autres, ou bien aux auditeurs, au peuple, que c'est eux qui sont en tort. En politique, ça ne se fait pas. En politique, quand vous dites que c'est l'autre qui a tort, ne demandez jamais son soutien. Allez jusqu'au bout. Si vous allez jusqu'au bout, vous prenez le pouvoir. Nous faisons un constat que c'est vous qui êtes au pouvoir. Nous savons que nous avons échoué. Nous savons que nous avons échoué. Donc c'est vous qui aviez raison. Mais quand vous faites ça et que vous échouez, et que demain vous demandez notre soutien, vous pensez que nous allons vous soutenir? Non. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Et ils n'ont pas le monopole de la vérité en étant dans l'opposition. C'est pas parce que vous avez formé une coalition, vous êtes à 19%, vous êtes à 35%, que vous devez mépriser les autres. Et même en politique, le plus petit a sa place. Parce que des fois, vous aurez besoin de lui pour une action. Mais il ne va pas vous accorder son soutien. Tant que vous allez le mépriser. Donc, par rapport à... Parce que j'ai encore vu en ce début d'année, sur des panels, tel de la DMK répond à tel de l'ANC dit non, attendez de voir ce que le leader a dit, il n'a pas dit ça.
non, c'est fini ça. Voilà, et justement sur ce sujet, il y a cette phrase-là. Depuis 2019, plusieurs compatriotes supposés lutter pour l'alternance et la démocratie dans le pays semblent se livrer à un sport très populaire, déterminer qui peut le plus insulter ou dénigrer le leader d'un autre parti ou un activiste politique, sans oublier les mensonges et les diffamations à partir de rumeurs qui ne résistent pas à de simples analyses de cohérence. Ces mots sont du professeur Aimé Goguet de l'ADI qui déplore les insultes et dénigrements entre les leaders politiques et les attaques des supposés militants ou sympathisants de l'opposition contre les responsables politiques. Et M. Goguet d'inviter les Togolais à observer une trêve, car dit-il, ce comportement les éloigne de l'objectif de l'alternance et de la démocratie tant souhaité. Dans ses vœux, puisqu'on parlait de vœux, dans ses vœux au peuple togolais, Maître Tiassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, a repris en son compte cette préoccupation. Donc c'est juste, c'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est ce dont, et ces acteurs-là sont là depuis 30 ans. Si aujourd'hui, Aimé Goguet et Maître Tiassona parlent comme ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que tous autant qu'ils sont, ils ont fait du mal au peuple togolais. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Il va falloir qu'ils travaillent ensemble véritablement et qu'ils soient sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Même quand ils disent ce que je viens de... Non, quand ils disent ça, ils sont sincères parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une guerre de chapelle, une guerre de leaders. Ils ont laissé le but qui est l'alternance pour se combattre. C'est pas possible. Comment on peut gagner face à un tel système? Donc, ce que nous voulons, c'est que les gens soient conscients que nous devons travailler ensemble. Et si, moi, quelqu'un a besoin de mon soutien, un jour, pour le moment, peut-être qu'il peut me mépriser parce qu'il se dit que je ne suis rien. Si quelqu'un a besoin de mon soutien un jour, il faut qu'il dise à ses lieutenants de ne pas m'insulter. Moi, ce que je dis... Mais vous savez que... Moi, ce que je dis, je suis au moins l'un des rares leaders à vous répondre quand je viens sur vos plateaux. Moi, je n'ai pas la gueule de bois, non. Vous savez qu'il y a autant des incontrôlés, voilà, des incontrôlés partout. Vous devez les contrôler. Si vous, non. Si vous êtes chef de parti, moi je vous appelle, je dis voilà ce qui je ne veux pas. Sinon, vous quittez le parti. Non, il doit avoir une certaine discipline. Si l'objectif, c'est pas qui a raison sur ce sujet, mais l'alternance, je vais pouvoir vous expliquer que, ok, c'est nous qui avons raison sur ce sujet, mais si vous attaquez nos futurs partenaires, on ne peut pas avoir leur soutien lors des prochaines élections. Donc, je vous demande, vous qui le faites, de choisir entre les attaquer maintenant sur un sujet qui n'est pas si important et notre union sur une question d'alternance future. Qu'est-ce que vous allez choisir? À quoi ça sert d'avoir raison que qui a participé au Sénat, qui n'a pas participé, il faudra faire ci, il faudra faire... À quoi ça sert d'avoir raison sur ces sujets-là? À quoi ça sert d'avoir raison? Mais si vous voulez avoir raison, c'est indigeste. C'est indigeste, c'est honteux. Mais le numéro 2 de la dernière élection et le numéro 3, ils ne font que s'attaquer quotidiennement sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. C'est indigeste. Nous qui n'avons pas la prétention d'être numéro 2, numéro 3. Pour le moment. Pour le moment. Mais non, c'est honteux. Il y a eu des élections dans certains pays où il y a eu ça. Mais ça n'a pas duré 1 mois, 2 mois. Les gens se sont remis ensemble. Mais pourquoi au Togo c'est comme ça? C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là sont trop égoïstes. Tous autant qu'ils sont. Voilà. Je reviens au président de la commission de l'éducation. Alors, des informations font état d'un bilan de près de 1300 filles qui auraient abandonné les classes en 2021 à cause de grossesse précoce. Oui. C'est quand même énorme. Quelle solution à ce problème, M. Kabara? C'est un fléau. Nous sommes en train même, au niveau de notre commission, de réfléchir un peu sur la violence basée sur le genre qui engendre ces conséquences et en train de voir comment nous pouvons sensibiliser non seulement les députés mais l'ensemble des acteurs pour repartir sur le terrain, pour sensibiliser nos familles, nos communautés, parce que c'est véritablement une violence faite sur la jeune fille qui ne lui permet pas non seulement de finir sa scolarité, de se prendre en charge, de créer des emplois. Mais elles sont parfois consentantes, non? Pourquoi vous parlez de violence? Non, c'est une violence. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Vous ne pouvez pas enceinter une fille de 13, 14, 15, 16 ans et vous dire qu'elle est consciente de ce qu'elle fait. Non, ça, quand c'est les mineurs, on peut comprendre. Mais oui, même les majeures, elles ont quelle expérience? Si vous êtes dans une famille où les gens vous ont parlé de ça, où vous connaissez les dangers, où on vous a dit la priorité, c'est d'abord vous-même. C'est pas aller être madame de quelqu'un, c'est être vous-même.
avoir vos diplômes, vous prendre en charge, trouver un emploi. Et après, si vous avez un partenaire qui vous respecte en tant que femme, vous pouvez vous mettre ensemble. Si on vous a tenu un tel discours, vous ne pouvez pas aller vous faire enceinter comme ça. Vous êtes dans un village où vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. Si on vous tient ce discours que bon, vous n'avez pas quoi manger, etc., ça aussi, ça peut vous pousser. Mais c'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous êtes dans un village où il n'y a pas d'eau, d'électricité. L'enseignant du coin ou le fonctionnaire du coin, c'est lui qui vous donne 100 francs, 200. Il vous a même acheté un portable pour vous, le portable qui est normalement un objet que n'importe qui peut utiliser pour vous, le portable, mais vous vous donnez à lui, mais voilà les conséquences. La pauvreté, quand les gens sont en face de la faim, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui. Quand les gens sont en face de... Si vous essayez de régler ces problèmes-là, à la base, les gens ont de l'eau, de l'électricité, les parents commencent à être sensibilisés sur des questions de violence faites sur le genre, sur les jeunes filles, sur l'entrepreneuriat, sur leur autonomisation financière. Les gens sont conscients de ça. Quand vous allez leur parler, vous allez voir, la réaction est différente. Mais quand il n'y a rien de tout ça là, quand vous allez, c'est des mendiants. C'est des mendiants. Quand vous avez un comportement de mendiant, les enfants ont un comportement de mendiant. Celui qui vient là-bas, qui a un minimum de revenus, tout ça là, mais les filles là, c'est très facile de les avoir. Et après, c'est les grossesses. Parce qu'elles ne sont même pas éduquées à l'éducation sexuelle. Pour leur dire, voilà comment vous devez gérer. Elles n'ont aucune éducation sexuelle. Et puis, ces sujets-là même sont tabous. C'est normal. Des fois, même, c'est le premier rapport. C'est la première expérience. Elles prennent une grossesse parce qu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Et n'allez pas me dire que dans ces coins-là, les gens vont aller, les gens qui ne trouvent pas à manger vont aller acheter des préservatifs. Bien, nous reprenons cet entretien avec le président du PDP et le député Innocent Karbara. Mais avant, franchement, de reprendre l'entretien, Hervé Essay nous rappelle quelques événements qui ont fait la une de l'actualité de cette semaine, l'actualité nationale. Métocob, l'association des médias togolais contre la corruption et le blanchiment de concert avec l'Office togolais des recettes, a outillé les 13 et 14 janvier dernier les journalistes de Grand Lomé à Kpalimé sur la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. La rencontre a pour objectif de valoriser le contenu des articles des médias et les productions médiatiques sur la couverture des phénomènes liés à la corruption et aux infractions assimilées. Michel Tchadja, président du Métocob. La corruption, elle est aussi vieille que le monde. Et ce n'est pas au jour au lendemain qu'on peut venir à bout. C'est progressivement qu'on peut amener les gens à changer de mentalité. Et les acteurs qui sont à même de faire ce travail, c'est les médias que nous sommes. Que ce soit par les émissions radioactives ou les articles de presse, que les médias peuvent amener les populations à adopter des attitudes responsables pour permettre au pays de gagner beaucoup de ressources parce que la corruption fait perdre chaque année des milliards à tous les pays du monde. Ce mercredi 12 janvier s'est ouverte la 8e revue du plan sectoriel de l'éducation au Togo. Les acteurs éducatifs se sont retrouvés au chevet de l'éducation pour un travail de décryptage. Il était question d'apprécier l'adéquation et la qualité des données utilisées et de leur analyse pour un bon diagnostic des performances du système et une identification rigoureuse des problèmes à résoudre, des contraintes, des défis et des risques auxquels est confronté le système. Professeur Sena Yawaka Konumado, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Les défis du secteur de l'éducation sont ceux-là qui ont été ciblés déjà en 2010, où le premier plan sectoriel a été adopté. Il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont été faits sur ces grands défis, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il s'agit donc des questions de l'accès à l'éducation. Il y a toujours 4,5% des enfants en âge scolaire qui ne vont pas à l'école et c'est une préoccupation fondamentale. Il y a la question de l'équité, il y a la question de la qualité de notre éducation et nous allons donc saisir également cette occasion pour commencer par évaluer également ce qui est prévu et ce qui est en train de se faire au niveau de la mise en œuvre de cette feuille de route dont le programme 9 et le programme 10 concernent strictement la question de l'accès, la question de l'équité et la question de l'amélioration de la qualité dans notre pays. Désormais, les interventions de l'équipe Europe au Togo d'ici à 2027 se feront sur la base du document conjoint de programmation pluriannuelle DCP 2021-2027. Ce mécanisme, élaboré dans une démarche inclusive, a été officiellement lancé ce mercredi à Lomé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État. Ce nouveau cadre de partenariat permettra à notre pays, le Togo, de renforcer sa politique de développement économique et social inclusif, de promouvoir l'investissement, la gouvernance et de consolider la paix et l'harmonie sociale. Payadoa, Boupessi.
Le document conjoint de programmation que nous lançons vient à point nommé au moment où le gouvernement multiplie les efforts face aux défis aussi bien de la pandémie à la COVID-19 que sécuritaire. Ce document décrit les principes généraux, les objectifs, les orientations et les modalités de la coopération conjointe européenne en appui aux efforts de développement du Togo tels que définis dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le gouvernement, après avis scientifique depuis la survenue de la pandémie à COVID-19, décide de l'élargissement de la cible vaccinale aux élèves et apprenants à partir de la classe de 6e et aux personnes âgées de 12 ans et plus sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure qui est entrée en vigueur hier vendredi 14 janvier 2022. Le gouvernement invite la cible concernée à composer étoile 844 dièse pour s'enregistrer et se rendre ensuite dans un des sites prévus pour la vaccination. Les retraités du secteur public du Togo ne sont pas du tout contents. Ils estiment être abandonnés à leur triste sort après des décennies de bons loyaux services rendus à la nation. Ils ont tenu à crier leur ressentiment au cours d'une conférence de presse mardi organisée par le syndicat de tutelle Sinarecep Togo, le syndicat national des retraités du secteur public. 24 cas de braquage ont été enregistrés au second semestre de l'année 2021 et 25 cambriolages également. 3577 cas d'accidents ont également été enregistrés dans la même période. Des chiffres qui inquiètent les forces de sécurité et de défense. Colonel Okpaoul, directeur général de la police. Nous avons enregistré un nombre de morts sur nos routes, exactement 680. Ce n'est pas du tout bon pour nous. Nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir réduire ce chiffre, mais malheureusement, les résultats nous ont trahis. Et ça, nous reprochons un peu au comportement indélicat des usagers de la route qui parfois font fi de toutes les prudences nécessaires sur les routes. Les engins à 2 roues occupent près de 60% des morts. Nécrologie, le conseil spécial du chef de l'État Faure Gnassingbé, Charles Debache, est décédé ce mardi 11 janvier 2022 à l'âge de 85 ans. Charles Debache, constitutionnaliste de renommée, a conseillé plusieurs chefs d'État africains avant de s'installer au Togo en 2000. Il a participé à la rédaction de nombreuses constitutions des pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo entre 1980 et 1990. Monsieur Kabara, la corruption a été un sujet au cœur d'un atelier pour un atelier de formation des journalistes cette semaine à Palimé. Alors, êtes-vous satisfait de la lutte contre la corruption dans notre pays? Non, du tout, du tout. Parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on a mis des institutions en place qui ont du mal. Parce qu'il y a eu le cas de Lomé Vauban. Les gens sont là, personne ne dit rien, il n'y a jamais eu une instruction. Et puis, si nous voulons véritablement, ça ne va pas plaire, mais si nous voulons véritablement aller vers le développement, la condition sine qua non, c'est la justice. C'est la justice. Et dans la justice et dans la gouvernance, il y a la lutte contre la corruption. Il faut donner l'exemple que le bien public, c'est le bien public. Parce que celui qui vole 5 millions, 10 millions, 20 millions, ça fait moins de plus à nos populations, moins d'argent mobilisé par le ministère, par l'OTR, le ministère des Finances. C'est normal que ça impacte. Un projet où on doit faire le puits à 3 millions. Vous mettez 5 millions. Si on devait faire 10 puits, peut-être qu'on n'en fera que 5. Ça impacte directement la population. Alors que vous n'avez pas besoin de tout ça là. Ce que vous devez laisser à votre postérité, c'est l'éducation. Si vous leur laissez une maison, vous n'êtes pas là, ils n'ont qu'à gérer. Mais pourquoi avoir 3, 4, 5, 6 maisons, 10 véhicules, 20 véhicules? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Quand vous êtes à un niveau, quand vous êtes passé par des étapes de votre vie, vous avez vécu dans ça, vous avez connu tout ça là, un matin vous vous réveillez. Et ce qui vous fait relativiser, revenir sur terre, c'est peut-être une maladie qui vous amène à l'hôpital. Et vous vous rendez compte qu'avec tout ça là, ça ne servait à rien. Parce que le bonheur est ailleurs. Le bonheur aussi, c'est voir son prochain vivre décemment. Parce que si votre prochain ne vit pas décemment et vous êtes tout le temps dans l'accumulation de richesses, vous n'êtes que dans l'accumulation de richesses. Et les gens sont arrivés à un niveau où il y a la rivalité entre eux dans l'accumulation de richesses. Alors que vous n'êtes que fonctionnaire d'État. Fonctionnaire d'État là, qu'est-ce que vous vendez? Si vous avez un commerce, normalement tout le monde sait. Vous ne vendez rien, donc vous ne pouvez pas être autant riche.
Bon, vous pouvez mettre ça sur les femmes, les copines, les enfants, mais ça ne sert à rien. Ce que nous devons faire, c'est laisser un pays prospère. Si nous-mêmes, nous voulons laisser nous-mêmes notre famille prospère, et vous êtes fonctionnaire, si vous êtes dans le privé, nous devons vous encourager à vous enrichir. Vous voyez la différence? Si vous avez choisi le privé, nous devons vous donner les moyens de vous enrichir. Mais quand vous avez choisi l'État, nous devons vous donner les moyens de faire bien votre travail et d'être récompensé, de ne pas vivre comme un misérable. Mais ça ne vous donne pas le droit d'amasser. Donc ça aussi, c'est une révolution au niveau des mentalités. Moi, quand on parle de corruption, la première des choses, c'est une révolution au niveau des mentalités, à travers ce qu'ils sont en train de faire là, le séminaire, tout ça là, sensibiliser les gens. Mais au-delà de la sensibilisation, ceux qui sont chargés de faire la lutte contre la corruption doivent sérieusement se saisir des dossiers et faire un travail de fond. Le Conseil des ministres du 5 janvier a pris un décret, on l'avait effleuré, qui plafonne la caution et la garantie de loyer. Et voilà, j'ai compris que vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Le président du groupe... C'est un très bon début et oui. C'est une victoire d'étape. Voilà, je tiens même à féliciter le gouvernement. Voilà, le président du groupe parlementaire NET-PDP, le NET-PDP auquel vous appartenez, a fait les observations suivantes sur ce décret. Il dit que ce qui suit. Ma première observation est que le sujet du bail à usage d'habitation domestique est si complexe qu'il doit plutôt être traité par une loi plutôt qu'un décret. La seconde observation, et de loin la plus importante, est qu'en l'absence de réglementation, l'État aura tout le mal du monde à faire respecter le plafonnement, vu que nous sommes dans un système libéral. Alors, quel commentaire pourriez-vous nous faire sur ces observations de votre collègue du NET-PDP? Non, nous allons sortir notre réaction d'ici lundi, et nous trouvons qu'il reprend un peu ce qu'il a dit à 60%, mais il y a des nuances. Parce que si vous dites aux gens, normalement, dans beaucoup de pays, ça a été réglé par la loi. Ça ne peut pas être par un décret. Parce que par un décret, on a pris juste dans tout ce qu'il y a comme problème, juste un point, et on règle le problème de caution. Non. Il faut régler le problème dans son ensemble. Le problème des agents immobiliers, ou qu'on appelle ici des marchands. Nous, dans notre loi, nous proposons une réglementation du secteur pour que les agents immobiliers aussi deviennent des entrepreneurs, qu'on les accompagne, que la banque les accompagne, un peu comme ça se fait dans les pays européens. Est-ce que vous savez qu'au Canada, un agent immobilier, c'est un homme très riche? Oui, c'est un homme très riche, parce qu'ils vendent beaucoup de maisons, ils ont leur commission. Quand vous signez avec lui, vous avez 3 mois. Dans ces 3 mois, vous ne pouvez pas aller avec une autre personne. Mais lui-même, là, il doit avoir un registre au niveau du ministère de l'Habitat où ces gens-là, on sait qui ils sont. Quand on pose des questions, à travers eux-mêmes, des fois même, c'est à travers eux que nous déposons nos cautions parce que nous avons confiance. Mais vous ne pouvez pas le faire dans ce pays. Tu dis, où est le démarcheur? On te dit, il n'est plus là. Hein. Bon. Maintenant, la caution, oui, 3 mois. On est d'accord avec ça. Ça, on est d'accord, c'est une très bonne chose. Mais il faut aller au-delà. Parce que le problème que nous sommes en train de régler, c'est aussi le coût du bien loué. Comment on le détermine? Dans certains pays, c'est 8%. Nous aussi, on a proposé 8% comme l'honorable Taba. Nous avions fait des propositions en 2020. L'honorable Tama a fait des propositions en 2021. Et nous avons jugé, bon, si cette proposition est étudiée, verser nos analyses au niveau du net. Au niveau du net, pour que ça puisse être une étude en commun. Donc, je partage son avis. Comment vous contrôlez ça? Si maintenant vous me dites, et vous dites d'abord que c'est dans le Grand Lomé. Si moi, je loue mon truc à 30 000, je demande 3 mois, ça fait 90 000. Un Ibo vient me donner 1 an. Je dis à l'Ibo, ok, tu me donnes ça, mais je ne te signe pas de contrat. Sur le contrat, je mets 3 mois. Comment vous allez contrôler ça? Et moi-même, dans ma loi, j'avais parlé même des nuisances sonores, de la cohabitation, du droit du locataire, du droit du propriétaire et d'un contrat type. Dans le décret également, on parle d'un contrat type. Mais qu'est-ce qu'on met dans le contrat type? Nous avons proposé même une commission au niveau des ministères pour régler ces problèmes-là. Nous avons proposé même un juge de référé pour qu'on puisse saisir à tout moment pour régler ce problème. Quelqu'un qui ne paie pas le loyer, vous n'avez pas le droit de venir taper sa porte. Vous n'avez pas le droit de venir enlever les tôles. Vous n'avez pas ce droit-là. Mais comment on fait tout ça? Ce n'est pas seulement en plafonnant les cautions. Donc c'est là où nous ne sommes pas satisfaits. Je pense qu'il y a un début de solution. D'abord, le gros problème, c'était un problème de caution. D'accord. Mais dans le secteur, il faut passer par la loi. Non seulement il faut passer par la loi, les agents immobiliers, il faut régler le problème. Le bien loué, il faut déterminer sa valeur. Quelqu'un ne peut pas être dans un quartier et dire qu'il loue son bien. Non. Il faut qu'on ait un mécanisme
pour déterminer. Et une commission, par exemple, moi au Bénin, je voulais faire une affaire, j'ai pris un bâtiment. Le gars, il a mis un prix, je n'étais pas d'accord. Il y a un service au niveau de l'État que j'ai saisi. C'est eux qui sont venus dire, ce bien-là, vous ne pouvez pas le louer au-delà de ça. Et le gars, il s'est aligné et on a signé le contrat. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut encore régler. Donc, c'est là où nous ne sommes pas satisfaits. Sinon, c'est une très bonne chose, c'est un début de solution. Et c'est une victoire d'étape pour le NEP-PDP. Voilà comment nous voulons faire la politique autrement. Oui, est-ce que ce problème-là aussi, ça ne met pas en relief le manque de logements sociaux dans le pays? Et que peut-être qu'on promet, mais... Ça, vous posez la question à l'exécutif, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Bon, ok, d'accord. Poser la question à l'exécutif. Voilà, et une dernière question avant d'aller de passer à l'actualité internationale. Alors, le décès de Charles Debache, le conseiller spécial du chef de l'État, un commentaire? Non, mais c'est un éminent professeur de droit constitutionnel qui a fait ce qu'il a pu. Il a conseillé les chefs d'État. C'est quelqu'un que les gens beaucoup respectent, que d'autres détestent. Mais c'est un professionnel du droit qui vend sa connaissance. Je ne dirai pas plus. Voilà. Actualité internationale présent, ce matin sera exclusivement consacré au bras de fer entre le Mali et la CEDEAO. La CEDEAO qui a pris une série de sanctions très sévères contre le Mali dimanche dernier. Voilà. Et les chefs d'État ont donc décidé d'activer, par exemple, d'abord, que pensez-vous de ces sanctions, M. Kawala? Non, c'est inapproprié, c'est inhumain. Et dans le protocole, même quand vous voyez les tests, ce n'est pas prévu. Ces sanctions ne sont pas prévues. C'est peut-être au niveau de l'Union européenne, sous d'autres entités sous-régionales ou régionales où il y a ces sanctions. Donc, en fait, eux-mêmes, ils ont pris des décisions qui sont contre les tests. Il faut accompagner, mais là où nous ne sommes pas aussi d'accord avec le gouvernement malien, c'est que vous ne pouvez pas faire une transition de 5 ans. C'est un mandat que vous demandez. Si vous voulez, vous faites 2 ans, vous vous préparez pour aller aux élections, vous vous donnez les moyens de gagner ces élections et vous venez avec un projet de société qui vous permet de pouvoir réaliser le reste. Voilà, eux, ils disent qu'ils sont fatigués avec le problème de terrorisme, qu'ils veulent en finir avec ça. Et vous pensez qu'ils vont finir avec ça en 5 ans? Et pourquoi pas, peut-être? Non, je ne crois pas, Et puis, vous voyez, ce qui n'est pas bien en politique, quand vous-même vous souffrez d'illégitimité, parce que vous n'êtes pas venu par les urnes, n'imposez pas ce qui est au-delà de l'acceptable. C'est là où le problème se pose. Si vous voulez imposer au-delà de l'acceptable, alors faites un gouvernement d'union. Mettez tout le monde dedans. Là, vous n'aurez pas d'hostilité. Mais vous-même, vous ne pouvez pas être illégitime. Vous venez, vous prenez et vous dites aux gens, vous allez faire ça sur quelle base? Oui, les gens étaient d'accord qu'on dise qu'ils sont illégitimes, mais jusqu'à hier, avec la manifestation monstre qu'on a connue à Bamako et dans les autres villes. Est-ce qu'ils ont le soutien? Est-ce qu'ils ont le soutien des gens? Oui. Mais ça n'enlève pas le caractère illégitime. Ils sont illégitimes. Non, c'est ce que je veux dire. Est-ce que cela ne leur donne pas une certaine forme de légitimité? Non. C'est-à-dire que la CEDEAO, en prenant cette sanction, est-ce qu'il n'a pas plutôt poussé les Maliens à accorder certaine légitimité à la junte? Le débat doit être vu sous la forme d'abord d'une nouvelle guerre froide entre l'Occident et la Russie. Ça doit être vu sous forme de néocolonialisme où moi, personnellement, je suis un panafricain et mon parti, c'est le Parti démocratique panafricain et je suis contre les ingérences. Parce que nous sommes libres, nous sommes assez jeunes. Je disais dans l'un de mes débats que nous ne sommes plus des adolescents, nous sommes maintenant majeurs. Les gens continuent pas à nous traiter comme si on était adolescents. Non, on n'est plus des adolescents, nous sommes majeurs. Nous sommes libres de décider de qui vient nous aider ou qui ne peut pas nous aider. Quand ce que vous faites est inefficace, nous vous demandons de partir et nous appelons d'autres partenaires. Et si c'est à cause de ça que vous allez instrumentaliser une communauté pour nous sanctionner, nous disons non. Donc moi, je suis un panafricain. C'est là où je dis non. Mais au niveau de la junte, quand même, notre frère Assimi Goïta, vous pensez que vous allez prendre 5 ans comme ça, cadeau? Ils ont dit entre 6 mois et 5 ans. Ils n'ont pas dit qu'ils feront 6-5 ans. Non, ils n'ont qu'à, si vous ne voulez pas qu'il y ait de polémique, faites un calendrier. Sortez un calendrier où on sait que vous avez 2 ans. Moi, je pense que 2 ou 3 ans, ça suffit. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous à la place des autres. Ce que je demande, c'est de la même chose que je demande ici à l'opposition ou bien au gouvernement. Les gens ne se mettent pas à la place des autres. Quand ils pensent, ils veulent réfléchir, voyez la réaction des autres. Est-ce que si vous étiez à la place des autres, est-ce que vous accepterez ça? Moi, c'est la question. Si Assimi Goïta était un opposant, est-ce qu'il accepterait qu'on puisse lui brandir un document comme ça? Mettez-vous à la place des autres. Ça peut être fait en 2 ou 3 ans. Mais là où mon discours est nuancé, c'est qu'il y a l'ingérence des Occidentaux qui poussent la CEDEAO, qui poussent à travers des présidents eux-mêmes
qui ont un troisième mandat, qui étaient eux-mêmes des opposants, et qui sont d'ailleurs mal élus, qui étaient eux-mêmes des opposants, qui tripatouillent leur constitution, c'est eux qui donnent des leçons, c'est là où c'est indigeste. C'est là où c'est réellement indigeste. Et c'est ces gens-là qui donnent des leçons aux autres. Non. Apprenons à respecter les tests. Et disons également aux militaires maliens que vous ne pouvez... Une transition, ça s'appelle transition. On n'appelle pas une transition un mandat. Vous ne pouvez pas demander un mandat pour faire une transition. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est là où on n'est pas d'accord avec eux. Mais que la France, surtout la France, arrête d'instrumentaliser les gens pour une... Le Mali, ce n'est pas leur sous-préfecture. Ça ne les regarde pas. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. S'ils appellent les Russes, s'ils n'avaient pas appelé les Russes, est-ce que vous auriez eu ces sanctions? Mais comment vous pouvez comprendre que Déby meurt? Vous allez adouber son fils. C'est vous-même qui demandez à son fils de prendre le pouvoir. Mais là-bas, constitutionnellement, c'est accepté. Et pour le Mali, mais est-ce que le régime tchadien vous a déjà dit quand est-ce qu'ils vont organiser les élections? Mais pourquoi vous ne les sanctionnez pas eux? Pourquoi vous n'en sanctionnez pas? Non, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est inacceptable et c'est révoltant. Pardon, les autorités maliennes ont donc rejeté ces sanctions, dont certaines, selon elles, ne sont fondées sur aucun test, comme vous l'avez dit. Au lendemain de la prise de ces sanctions, le chef de la junte malienne s'est adressé au peuple malien. Voici un court extrait de son discours. La complexité de la situation du Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que les efforts des autorités de la transition aient été ignorés. L'heure est au rassemblement de tous les Maliens, sans exclusive, pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Il revient à chacun de taire les divisions, de se retrouver autour de l'essentiel qui est le Mali. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés des enfants autant le besoin de procéder à des actions de violence. Cela n'a jamais caractérisé les Maliens que nous sommes. Si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, les Maliens restent ouverts au dialogue. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays, en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Alors, les autorités de la transition malienne ont fait le choix d'une réponse musclée à la CEDEAO et donc décidé des mesures de réciprocité contre les pays membres de la CEDEAO. Alors, quelle est votre appréciation de cette forme de réponse du berger à la bergère? Une réponse responsable, une réponse de souveraineté, une réponse d'affirmation de notre identité que nous ne négocions pas. Nous, quand vous nous respectez, nous vous respectons. Vous ne nous respectez pas, nous ne vous respectons pas. Je serai à sa place, je prendrai les mêmes mesures, tout en négociant avec les gens. Mais je serai à sa place que je ferai 2 ans, ou au maximum 3. Parce que lui-même, il n'a pas raison. Il ne peut pas demander 5 ans aux gens et les gens vont vous laisser faire. C'est là où lui-même, il s'est mis en difficulté. Mais au même moment, comme le Rwanda, comme la Centrafrique, nous devons nous libérer des ingérences de la France. Nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas des adolescents, nous sommes des gens majeurs, nous voulons décider pour nous-mêmes. Nous n'allons pas nous immiscer dans les questions françaises. Est-ce que nous allons nous immiscer dans les questions françaises? Mais pourquoi vous vous immiscez dans nos histoires ici? Ils n'ont qu'à arrêter ça. S'ils n'arrêtent pas ça, il y a un célèbre écrivain malien qui avait dit, quand nous allons nous réveiller là, ils auront très mal. Et ça a commencé. Ça a commencé par le Rwanda, c'est la Centrafrique, c'est le Mali, et c'est un mouvement qu'ils ne pourront pas arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Nous voulons une coopération économique responsable. Nous ne voulons pas d'ingérence sur le plan politique. Sur le plan politique, nous acceptons encore que la CEDEAO puisse s'ingérer. Mais nous ne voulons pas d'ingérence d'une puissance étrangère. Alors, plusieurs personnalités ou leaders d'opinion, dont le Togolais Kako Nubukbo, un commissaire de l'UEMOA, ont apporté le soutien à la junte malienne, mais le soutien le plus spectaculaire vient de la Guinée, qui a pris la décision de ne pas s'associer à ces sanctions. Je vous propose d'écouter le porte-parole de la junte guinéenne, Madame le colonel Aminata Diallo. Le Comité national du Rassemblement pour le développement rappelle que le communiqué de la conférence de la CEDEAO, en date du 8 septembre 2021, a consacré la suspension de la République de Guinée de toutes les instances de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, en date du 9 janvier 2022, relative aux sanctions prises contre la République sœur du Mali. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La République de Guinée réitère sa volonté de respecter et d'appliquer
commentaire sur cette prise de position de la junte guinéenne? L'affirmation de notre identité qui est non négociable. Le respect, s'ils ne veulent pas nous respecter, ils vont nous respecter parce que nous sommes des gens respectables. C'est tout. Ils n'ont pas été associés et aussi ils sont dans ce même mouvement de libération de leur pays. J'étais d'accord avec la décision de la Guinée. Nous voulons nous affirmer, nous voulons que les gens nous laissent tranquilles, que nous décidons par nous-mêmes, que nous fassions nos erreurs et que nous assumons. Donc, ils n'ont pas été associés et c'est normal qu'ils ne donnent pas leur accord par rapport à une telle décision qui ne peut pas être expliquée ou qui n'est pas acceptable. Parce qu'il y a d'autres qui font pire, où il n'y a aucune décision parce qu'ils sont en accord avec la France. Donc, par rapport à ça, je comprends la réaction du régime guinéen, le régime guinéen. Bien, pour finir, quelle issue trouvez-vous à cette crise et par rapport à ce qui s'est passé encore hier, la manifestation, etc. Et quelle issue trouvez-vous à cette crise? Bon, les enchères vont monter et puis je pense que les deux, ils vont revenir un peu à la table de négociation. Je pense que le régime malien actuel doit comprendre qu'ils ne peuvent pas faire 5 ans de transition. C'est pas possible. Ils doivent faire au maximum 2 à 3 années, mettre le pays sur les rails, lutter contre mettre l'administration encore sur les rails parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Organiser les élections, sécuriser le pays, c'est ça leur mission. Sécuriser le pays, organiser les élections, réformer l'administration. Et en 3 ans, je pense que c'est faisable. Fin de rétrocéder de ce jour, le président du PDP, député à l'Assemblée nationale, Innocent Kagbara, que je remercie, était notre invité. Auditrices et auditeurs de Victoire FM, je vous remercie également pour votre fidélité d'écoute. Hervé Essay Anané Vidirakou a été mes fidèles compagnons, s'associent à moi pour vous donner un nouveau rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.